Chapitre 21. C'était un admirable après-midi de l'été indien, languide et chaud. Le soleil n'était pas très fort et de légères brises erraient sans troubler la somnolence de l'air. D'aériennes nuées pourpres se cachaient au creux des vallées qui dominent San Francisco, impénétrablement enveloppées de fumée. La baie, pareille à une terne nappe de métal fondu, était semée de bateaux immobiles ou mollement bercés par la marée nonchalante. Au loin, à peine percevait-on le Tamalpais dont l'immense silhouette se perdait dans le brouillard près de la Porte d'Or que le soleil couchant rendait semblable à un sentier d'or pâle. Au-delà, le Pacifique se confondait avec de lourds nuages, avant-coureurs menaçants des premiers souffles de l'hiver. L'été allait finir. Cependant, sur les collines, il s'attardait encore, doucement tendre. Il se couchait, voluptueux, dans la pourpre des vallons, et tissait, dans les brumes pâlissantes, le linceul saturé de beauté où il allait mourir, heureux d'avoir vécu et bien vécu. Et, sur la colline, à leur place favorite, Ruth et Martin, côte à côte, étaient assis, penchés tous deux sur le même livre. Martin lisait à haute voix des sonnets d'amour, ceux que Browning a dédiés à la femme qui fut aimée comme peu de femmes le furent. Mais la lecture languissait. Autour d'eux, le charme de la beauté mourante était trop puissant. La saison vermeille s'évanouissait comme elle avait vécu, splendide et voluptueuse, et le souvenir de ses ivresses alourdissait l'air. Elle pénétrait en eux, avec ses rêves et ses langueurs, amollissait leurs nerfs, enveloppait leur volonté, leur raison d'un brouillard vaporeux. Martin se fondait de tendresse, et parfois des ondes brûlantes le parcouraient. Leurs têtes étaient bien près l'une de l'autre, et lorsque l'haleine d'une imperceptible brise faisait voltiger vers son visage des cheveux d'or, les lignes dansaient aussitôt devant ses yeux. « Je ne crois pas que vous ayez compris un mot de ce que vous venez de lire, » dit-elle, quand il eut complètement perdu le passage qu'il récitait. Il observa de ses yeux dévorants, mais cette fois, au lieu de s'intimider, la réponse lui vint tout naturellement. Vous non plus d'ailleurs. De quoi parlait le dernier sonnet ? Je ne sais pas, avoua-t-elle en riant. J'ai déjà oublié. Ne lisons plus, la journée est trop belle. C'est notre dernière sur la colline, d'ici quelque temps, dit-il gravement. Un orage s'amasse à l'horizon. Le livre glissa sur l'herbe et ils restèrent silencieux, immobiles, perdant vers la baie dormante leurs yeux rêveurs qui ne voyaient pas. Ruth, quelquefois, glissait un regard vers son cou. Une force impérieuse l'attirait vers lui, inévitable comme le destin. Sans qu'elle ait voulu, son épaule effleura l'autre épaule, aussi légèrement qu'un papillon frôle une fleur. Elle sentit le frisson qui répondait à ce contact. Il n'était que temps qu'elle s'écarte. Mais sa volonté ne lui obéissait plus, et elle ne pensa même pas à vouloir résister, envahie par une enivrante folie. Il glissa son bras autour d'elle. Délicieusement torturée, elle en suivit les gestes lents. Elle attendait, elle ne savait trop quoi, haletante, les lèvres sèches et brûlantes, le cœur bondissant, une fièvre dans les veines. Doucement, d'un mouvement infiniment caressant, le bras remonta et l'attira vers lui. Elle n'attendit plus. Avec un grand soupir las, elle laissa tomber sa tête sur la poitrine de Martin. Il se pencha, tendant vers elle ses lèvres, et celles de Ruth firent la moitié du chemin. « Voilà, c'est l'amour, » se dit-elle dans une lueur de raison. « Si ce n'est pas l'amour, je n'ai plus qu'à mourir de honte. » Mais ce ne pouvait être que l'amour. Elle aimait cet homme dont les bras l'enserraient, dont les lèvres pressaient les siennes. Elle se pelotonna contre lui, d'un mouvement câlin de tout son corps. Et soudain, s'arrachant à son étreinte, elle posa ses deux mains sur le cou hâlé de Martin. La sensation de ce désir réalisé fut si violente qu'avec un sourd gémissement, elle laissa retomber ses mains et s'affaissa à demi évanouie dans ses bras. Pas un mot n'avait été dit, pas un mot ne fut échangé pendant de longues minutes. Par 2 fois, il se pencha pour l'embrasser. Chaque fois, ses lèvres recevaient timidement le baiser et elle se nichait davantage contre lui. Elle ne pouvait s'éloigner de lui.
et lui, la tenant serrée contre son cœur, regardait la grande cité perdue dans la fumée, au-delà de la baie, sans la voir. Pour une fois, dans son cerveau ne flottait aucun rêve. La lumière, la couleur, toute la beauté du monde était là, resplendissante comme le jour, brûlante comme son amour. Il se pencha vers elle. Elle murmura. « Depuis quand m'aimez-vous ? » ?»« Depuis toujours, depuis le jour où je vous ai vu pour la première fois. Je suis parti fou d'amour et depuis ce temps, ma folie n'a fait qu'augmenter. Et maintenant, chérie, je suis plus fou que jamais. Je ne sais plus où j'en suis, ma tête tourne de joie. »« Je suis heureuse, Martin. Chérie, dit-elle avec un long soupir. Il la serra contre sa poitrine à l'étouffer, puis demanda. Et vous, quand vous en êtes-vous douté ? Oh, mais je l'ai su tout de suite, presque tout de suite. Et je n'ai rien vu, s'écria-t-il vexé. Je ne m'en suis aperçu que maintenant, quand je vous ai embrassé. Ce n'est pas ça que je voulais dire. Elle se redressa un peu et le regarda. Je voulais dire que dès le début j'ai su que vous m'aimiez. Et vous, quand m'avez-vous aimé ? C'est venu subitement. Elle parlait très lentement. Dans ses yeux luisait une flamme vacillante et douce. Une roseur esquisse animait ses joues. Je n'en ai rien su jusqu'au moment où vous m'avez prise dans vos bras. Et je n'avais pas l'intention de vous épouser, Martin, jusqu'à ce moment-là. Qu'avez-vous fait pour que je vous aime ? Je n'en sais rien, dit-il en riant, à moins que ce ne soit à force de vous aimer, car l'immensité de mon amour aurait attendri une pierre, à plus forte raison votre cœur, chérie. L'idée que je me faisais de l'amour était absolument différente, dit-elle brusquement. Quelle idée vous en faisiez-vous ? Je ne le croyais pas ainsi. Elle baissa les yeux et continua. Je ne me doutais pas de ce que c'était. Il resserra l'étreinte de ses bras autour d'elle avec l'appréhension de se montrer trop empressé. Mais son corps s'abandonna, et cette fois encore, leurs lèvres se rencontrèrent. « Que va dire ma famille ?» fit-elle ensuite avec une soudaine crainte. « Je n'en sais rien, mais ce ne sera pas difficile de connaître leur opinion. » « Mais si maman fait des objections, j'ai peur de lui dire. »« Laissez-moi faire, » proposa Martin courageusement. « Je crois que votre mère ne m'aime pas, mais je tâcherai de la gagner. L'homme qui a pu vous conquérir peut prétendre à tout, et si nous ne réussissons pas, eh bien, nous nous appartiendrons quand même. Mais il est impossible que votre mère ne consente pas à notre mariage. Elle vous aime trop. »« Je ne veux pas lui briser le cœur, » dit Ruth, pensive. Il eut envie de la rassurer en lui disant qu'un cœur de mère ne se brise pas si facilement que ça, mais se borna à ajouter. L'amour est la plus belle chose du monde. Savez-vous, Martin, que vous m'effrayez parfois ? Vous me faites peur en ce moment, quand je pense à ce que vous avez été. Il faudra être très, très bon avec moi. Souvenez-vous que je ne suis qu'une enfant après tout, je n'ai jamais aimé. Ni moi, nous sommes 2 enfants. Et nous avons de la chance, car nous avons trouvé, l'un par l'autre, notre premier amour. « Mais c'est impossible !» s'écria-t-elle en le repoussant d'un mouvement passionné. « C'est impossible pour vous. Vous avez été marin et on m'a dit que les marins avaient... » Elle s'arrêta, hésitante, bouleversée. « Avait nécessairement une femme dans chaque port, acheva-t-il. C'est ça que vous voulez dire ? Oui, dit-elle tout bas. Mais ça, ce n'est pas de l'amour. Le ton de sa voix était autoritaire. J'ai touché bien des ports, mais jamais avant de vous connaître, l'amour ne m'a seulement effleuré. Savez-vous que le soir où je vous ai quitté pour la première fois, j'ai failli être arrêtée. Arrêtée ? Oui, l'agent de police m'a cru ivre, je l'étais, mais de vous. Mais vous disiez que nous étions des enfants, et je prétendais que pour vous c'était impossible, et nous avons parlé d'autre chose. Je disais que je n'avais jamais aimé personne que vous, répondit-il. Vous êtes mon premier, mon seul amour. Et pourtant vous étiez marin, insista-t-elle. Mais ça n'empêche pas que vous soyez quand même la seule que j'ai aimée. Mais il y a eu des femmes, d'autres femmes, oh.
Et à la grande surprise de Martin, elle éclata en sanglots qu'il fallut bien des baisers, bien des caresses pour apaiser. Et tout le temps lui revenait cette phrase de Kipling « Et la femme du colonel et Judy O'Grady sont sœurs par la peau. » C'est vrai, se dit-il, quoique bien des lectures les conduisent à penser autrement. Il croyait, et cette erreur était imputable au roman, que dans les classes élevées, seules les demandes en mariage officiel avaient cours, que ce n'était guère que dans son milieu d'autrefois que les jeunes gens et les jeunes filles s'obtenaient par le contact physique. Les romans avaient tort, la preuve en était là. Les mêmes moyens, les mêmes caresses, les mêmes baisers, les mêmes mots qui séduisaient les ouvrières étaient également efficaces auprès des femmes comme Ruth. Toutes, elles étaient faites de la même chair, sœurs par la peau. Il aurait dû le savoir s'il s'était souvenu de Spencer. Et, tout en serrant Ruth dans ses bras et en la calmant, il trouva une grande consolation dans cette pensée que la femme du colonel et Judy O'Grady se ressemblaient d'étranges façons. Ruth lui en parut plus proche de lui, plus accessible. Sa chair était pareille à toutes les autres chairs, à sa chair à lui. Il n'y avait aucun empêchement à leur mariage. La différence de classe, soit, et une classe est une chose extrinsèque dont on peut se débarrasser. Un esclave, avait-il lu, s'était élevé à la pourpre romaine. Donc, il pouvait s'élever jusqu'à Ruth. Avec toute sa culture, sa pureté, son infinie beauté d'âme, elle demeurait humaine, exactement comme Lizzie Connelly et toutes ses semblables. Tout ce qu'elle ressentait, Ruth pouvait le ressentir. Elle pouvait aimer et haïr, avoir ses nerfs, sans doute, sûrement être jalouse comme elle était en ce moment, étouffant ses derniers sanglots dans ses bras. « Et puis, je suis plus vieille que vous, » dit-elle, en ouvrant les yeux et en le regardant. « De 3 ans. »« Chut, vous n'êtes qu'une petite fille et j'ai 40 ans de plus que vous par l'expérience, » répondit-il. Par le fait, en ce qui concernait l'amour, ils n'étaient tous deux que des enfants, bien qu'elle fût bourrée d'éducation universitaire, bien qu'il fût farci de philosophie scientifique et des dures leçons de la vie. Ils restèrent ainsi dans les feux du jour mourant. Ils parlaient comme parlent les amoureux, s'émerveillaient de leur amour et de la destinée qui les avait jetés si étrangement sur la route l'un de l'autre, persuadés qu'ils s'aimaient comme jamais personne n'avait aimé avant eux. Et toujours, ils revenaient à leur première impression et s'évertuaient en vain à analyser exactement la nature et la profondeur de leurs sentiments réciproques. Le soleil se coucha derrière les nuages menaçants, vers la porte d'or. L'horizon devint rose, tout le ciel s'embrasa. Une lumière pourprée les inonda, tandis que Ruth chantait « Adieu, douce journée ». Elle chantait d'une voix douce entre les bras de Martin, ses mains dans les siennes, son cœur contre son cœur. Chapitre 22. Madame Morse n'eut pas besoin de grandes réflexions pour comprendre à l'attitude de Ruth, quand elle fut rentrée, qu'il s'était passé quelque chose. La rougeur persistante de son visage, et plus encore, les grands yeux brillants révélaient un grand trouble. « Que s'est-il passé ?» demanda Madame Morse lorsque Ruth fut couchée. « Tu as deviné ?» dit Ruth, les lèvres tremblantes. Pour toute réponse, la mère l'entoura de ses bras et lui caressa doucement les cheveux. « Il n'a pas parlé, » continua Ruth désespérément. « Je ne m'y attendais pas et je ne l'aurais jamais laissé parler, mais il n'a rien dit. » « Mais s'il n'a rien dit, alors rien n'a pu se passer, n'est-ce pas ? » « Mais si, justement. »« Voyons, mon petit, qu'est-ce que tu racontes ?» dit Madame Morse désorientée. « Je ne comprends plus du tout alors. Qu'est-il donc arrivé ?» Surprise, Ruth regarda sa mère. « Je pensais que tu avais compris. Eh bien, nous sommes fiancés, Martin et moi. » Madame Morse éclata d'un rire incrédule. « Non, il n'a rien dit, » expliqua Ruth. « Il m'aimait, voilà tout. J'ai été aussi étonnée que toi. Il n'a pas dit un mot. Il a simplement mis son bras autour de moi et je n'ai plus été moi-même. Et il m'a embrassée et je l'ai embrassé sans pouvoir m'en empêcher. C'était plus fort que moi. Alors, j'ai compris que je l'aimais. » Elle s'arrêta, espérant l'absolution maternelle, mais Madame Morse se renferma dans un silence glacial.
Je sais, c'est un accident impardonnable, poursuivit Ruth d'une voix mal assurée. Je ne sais pas comment tu me pardonneras jamais. Mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Je ne me doutais pas que je l'aimais avant ce moment-là. Dis-le à papa. Il vaut mieux ne rien dire à ton père. Je verrai Martin Eden, je lui parlerai, je lui expliquerai, il comprendra et te rendra ta parole. Non, non, s'écria Ruth en sursautant. Je ne veux pas. Je l'aime, je veux l'épouser. Si tu le permets, bien entendu. Nous avons formé d'autres projets pour toi, ton père et moi, ma chère Ruth, et je... Oh, non, non, il n'y a rien d'arrangé. Nous n'avons personne en vue. Nous projetons simplement ton mariage avec quelqu'un de ton milieu, avec un homme honorable et comme il faut, que tu choisiras toi-même et que tu aimeras. Mais c'est Martin que j'aime, protesta Ruth d'un ton plaintif. Nous n'influencerons pas ton choix. Tu es notre fille unique et nous ne pourrions admettre que tu fasses un mariage semblable. En échange de ton éducation, de tout ce qui est fin et délicat en toi, qu'est-ce qu'il a à t'offrir? C'est un garçon vulgaire, sans éducation. Ce n'est pas un parti pour toi. Il n'a pas de quoi te faire vivre. Nous n'avons pas de préjugés stupides au point de vue fortune, mais une certaine aisance est indispensable et notre fille doit épouser un homme qui peut lui donner au moins ça, et non pas un aventurier sans le sou, un matelot, un contrebandier, et Dieu sait quoi encore, qui par-dessus le marché est un écervelé, est un irresponsable. Ruth demeura muette, reconnaissant la vérité de chaque mot. Il perd son temps avec la littérature en essayant d'accomplir par entêtement ce à quoi parviennent rarement des génies et quelques rares hommes doués d'une parfaite culture. Un homme qui veut se marier doit se préparer au mariage, mais lui, comme je te l'ai déjà dit, et je sais que tu es de mon avis, il est irresponsable. Et comment ne le serait-il pas? Il a le tempérament d'un marin. Jamais il n'a appris à économiser ou s'abstenir de boire. Sa jeunesse l'a marqué pour toujours. Ce n'est pas sa faute, bien entendu, mais sa nature ne changera pas pour ça. Et as-tu réfléchi aux années de débauche que forcément il a vécues? As-tu pensé à ça, mon enfant? Tu sais ce que signifie le mariage. Ruth frissonna et se serra contre sa mère. J'y ai réfléchi. Elle attendit un long moment que sa pensée s'éclaircisse. Et c'est terrible, ça me rend malade d'y penser. Je vous l'ai dit, mon amour pour lui est un affreux accident. Mais je ne peux rien y faire. As-tu pu ne pas aimer mon père? Eh bien, pour moi c'est la même chose. Il y a quelque chose en moi, en lui, que j'ignorais jusqu'à ce jour. Mais ce quelque chose existe et me force à l'aimer. Je n'ai jamais pensé que je pourrais l'aimer, et pourtant je l'aime, conclut-elle avec un léger accent de triomphe. Elles causèrent longtemps, sans aboutir à d'autres conclusions que d'attendre un temps indéterminé sans rien faire. La confession sincère de l'insuccès de son plan fit que Madame Morse, plus tard à son mari, eut la même conclusion. C'était à peu près fatal, jugea M. Morse. Ce marin est le seul homme avec qui elle est en contact. Un jour ou l'autre, elle devait s'éveiller, de toute façon. Elle s'est éveillée, ce matelot s'est trouvé justement là, et comme il n'avait pas de rival, elle n'a rien eu de plus pressé que de l'aimer ou de le croire, ce qui revient au même. Madame Morse se déclara prête à travailler Ruth indirectement, en sourdine, plutôt qu'à la contredire ouvertement. On aurait tout le temps nécessaire puisque Martin n'était pas dans une situation à se marier. « Laisse-la le voir autant qu'elle voudra, » conseilla M. Morse. « Mieux elle le connaîtra, moins elle aimera, je parie. Et donne-lui des points de comparaison. Entoure-la de jeunes filles, de jeunes gens, de toute espèce de jeunes gens intelligents qui ont fait quelque chose ou en passent de devenir quelqu'un, d'hommes de notre milieu, enfin de gentlemen. Elle comparera forcément. Ils lui montreront ce qu'il est. D'ailleurs, il n'a que 21 ans, un gamin. Ruth n'est également qu'une enfant. Ce sont des amours enfantines, ça passera vite. » L'affaire en resta là. Il fut entendu dans la famille que Ruth et Martin étaient fiancés, mais non officiellement. On pensait bien ne jamais en venir là. Et il fut tacitement entendu que les fiançailles seraient longues. Comme on n'avait aucune envie d'encourager Martin à s'amender, on ne lui demanda ni de chercher une situation, ni de cesser d'écrire. Et il entra, on ne peut plus complètement, dans leur vue sournoise. Jamais l'idée de se faire une situation n'avait été plus éloignée de ses pensées. « Je me demande si vous approuverez ce que j'ai fait, dit-il à Ruth quelques jours plus tard.
Comme la pension chez ma sœur est trop chère, je vais m'installer chez moi, tout seul. J'ai loué une petite chambre dans le quartier nord d'Auckland, un endroit tranquille, très bien, et j'ai acheté un fourneau à pétrole pour faire la cuisine. Ruth fut ravie. Le fourneau à pétrole surtout lui plaisait. « C'est de cette manière que M. Butler a commencé, » dit-elle. Martha n'apprécia pas à sa valeur cette allusion au mérite du digne gentleman et poursuivit. « J'ai affranchi tous mes manuscrits et les ai expédiés à de nouveaux éditeurs. Aujourd'hui, j'ai aménagé et demain, je me mets au travail. »« Une situation !» s'écria-t-elle. Toute heureuse, elle se serra contre lui saisit la main souriante. « Et vous ne l'aviez pas dit, qu'est-ce que c'est ?» Il secoua la tête. « Je veux dire que je me remets à écrire. » Voyant son amer désappointement, il continua hâtivement. « Comprenez-moi bien. Je ne me mets pas cette fois à l'ouvrage avec des idées extravagantes. J'en fais une affaire, froidement, prosaïquement. Ça vaut mieux que de reprendre la mer et me rapportera autant que le métier que je pourrais faire à Auckland sans connaissance spéciale. Voyez-vous, les vacances que j'ai prises m'ont donné de la perspective. Je ne me suis pas fatigué le corps et je n'ai pas écrit, pour la publication du moins. Je n'ai fait que vous aimer et réfléchir. J'ai aussi lu un peu, surtout des magazines. J'ai réfléchi sur moi, sur le monde, sur la place que j'y occupe, sur ma chance d'y conquérir une place digne de vous. J'ai lu aussi la philosophie du style de Spencer et j'y ai trouvé beaucoup de renseignements intéressants. Et le résultat de tout ça, de mes réflexions, de mes lectures et de mon amour, c'est mon installation à Grub Street. Je vais laisser de côté les chefs-d'œuvre et faire du gros ouvrage. Des articles gais, des portraits, des vers humoristiques, des vers pour dire en société, toutes sortes de bêtises très demandées. Puis il y a les syndicats de journaux, les syndicats de chroniqueurs et les syndicats des suppléments du dimanche. Je leur fournirai ce dont ils ont besoin et je gagnerai pas mal. Il y a des publicistes indépendants qui gagnent 400 ou 500 $ par mois, vous savez. Je ne tiens pas à en devenir un, mais je peux gagner convenablement ma vie et avoir pas mal de temps à moi, ce qui serait impossible dans n'importe quelle situation. J'aurai ainsi le temps d'étudier et de travailler pour moi. Une fois l'ouvrage fini, je pourrai tenter une grande œuvre et je m'y préparerai. Vraiment, quand j'y pense, je suis abasourdie du chemin que j'ai fait. Au début, je ne savais pas sur quoi écrire, à part quelques expériences banales, mal comprises et plus mal analysées. Je n'osais pas penser et je ne possédais même pas les éléments pour ça. Mes expériences personnelles n'étaient que des tableaux sans âme. Puis, en augmentant mes connaissances et mon vocabulaire, tout ça m'est apparu différemment et j'ai trouvé la véritable façon d'interpréter mes tableaux. J'ai commencé à faire du bon travail en écrivant aventure, joie, la marmite, le vin de la vie, la bousculade, le cycle d'amour et les poèmes de la mer. J'en écrirai d'autres comme ça, et de meilleurs pendant mes heures libres. Mes pieds reposent solidement sur terre à présent. Le gros ouvrage est de l'argent d'abord, les chefs-d'œuvre ensuite. Pour vous les montrer, j'ai écrit hier soir une demi-douzaine de plaisanteries pour journaux humoristiques. Et comme j'allais me coucher, l'idée m'est venue d'essayer d'écrire un triolet humoristique. Au bout d'une demi-heure, j'en avais pondu 4. Ça vaut bien $1 pièce. 4 $ pour quelques instants perdus avant de dormir. Naturellement, tout ça n'a aucune valeur. C'est un travail fastidieux, assommant. Mais ce n'est pas plus fastidieux, ni plus assommant que de tenir des livres à 60 $ par mois en additionnant d'interminables colonnes de chiffres jusqu'à ce qu'on meure. Et d'autre part, cette besogne me fait garder le contact avec le milieu littéraire et me donne du temps pour risquer de plus grandes choses. « Mais à quoi serviront ces grandes choses, ces chefs-d'œuvre » demanda Ruth. « Vous ne les vendez pas ?»« Oh, si, je les vendrai. » De toutes les œuvres que vous m'avez énumérées et que vous dites être bonnes, vous n'en avez pas vendu une seule. Ce n'est pas avec des chefs-d'œuvre invendables que nous pourrons nous nourrir. Alors, nous nous nourrirons grâce aux triolets qui se vendent, affirma-t-il avec une emphase en attirant à lui une bien-aimée fort peu enthousiaste. Tenez, écoutez, continua-t-il avec une gaieté affectée. Ce n'est pas de l'art, mais c'est $1. He came in when I was out to borrow something. Was why he came in, and he went without. So I was in, and he was out. L'enthousiasme enfantin qu'il avait mis à déclamer sa plaisanterie fit place à une expression navrée quand il vit que Ruth, bien loin de rire,
le regardait d'un air à la fois perplexe et réprobateur. « Ça vaut peut-être $1, dit-elle, mais $1 faux. Ne voyez-vous pas que tout ça est rabaissant ? Je veux que l'homme que j'aime et que j'estime soit quelque chose de plus qu'un faiseur de vers burlesques et stupides. Vous voulez qu'il ressemble à M. Butler, par exemple ? Je sais que vous n'aimez pas M. Butler, dit-elle, mais il interrompit. M. Butler est parfait, mais j'en ai jusque-là de M. Butler. Non, j'ai beau réfléchir, je ne vois pas pourquoi je ne ferai pas des vers humoristiques ou des devinettes, tout aussi bien que de la machine à écrire, des copies ou de la comptabilité. En fin de compte, ça revient au même. Vous partez de ce principe qu'il me faut absolument commencer par aligner des chiffres pour devenir ensuite un notaire habile ou un homme d'affaires. Je veux commencer avec du journalisme inférieur et devenir un bon écrivain. Il y a une différence, objecta Ruth. Laquelle ? Mon Dieu, vous ne pouvez pas vendre votre bonne littérature, celle que vous trouvez bonne. Vous avez essayé, n'est-ce pas ? Mais aucun éditeur n'en veut. Laissez-moi le temps, cher, pria-t-il. Ce bas journalisme n'est qu'un moyen que je ne prends pas du tout au sérieux. Donnez-moi 2 ans. J'aurai réussi à ce moment-là et les éditeurs seront enchantés de me prendre de bons ouvrages. Je sais ce que je dis, j'ai foi en moi. Je sais ce dont je suis capable et je sais ce que vaut la littérature actuelle. Je connais par cœur toute cette prose pourrie que pond journellement une multitude de ratés. Et je sais que dans 2 ans, je serai sur le chemin du succès. Quant aux affaires, je n'y réussirai jamais. Je n'ai aucun goût pour ça. Je trouve ce genre de choses ennuyeux, stupides, mercantiles et malhonnêtes. En tout cas, je ne m'y ferai jamais. Jamais je ne pourrais être autre chose qu'un employé. Et que ferions-nous, grand Dieu, avec les misérables appointements d'un employé ? Je veux que vous soyez entourés de ce qu'il y a de mieux et de plus beau plus tard. Et j'y arriverai. J'arriverai à tout. À côté des rentes d'un auteur en vogue, celle de M. Butler n'existe pas. Un auteur en vogue gagne facilement entre 50 et 100 000 $, bon an, mal an. Elle ne répondit rien, visiblement contrariée. « Eh bien ?» interrogea-t-il. Mes espoirs et mes projets étaient autres. J'avais pensé, et je pense toujours, que la meilleure chose pour vous serait d'étudier la sténographie. Vous savez déjà dactylographier. Et d'entrer dans les bureaux de mon père. Vous avez un cerveau bien équilibré et je suis certaine que vous feriez un excellent notaire.